Et voilà, madame, messieurs, c'est parti pour votre émission d'analyse d'actualité ActuPlus. Nous avons le réel plaisir de vous les présenter. Vous avez l'habitude de suivre cette émission chaque vendredi à 10h45 sur ZM Télévision. Et cette émission qui a toujours l'habitude d'analyser le sujet politique. Mais aujourd'hui, nous parlerons purement économique. Nous allons diagnostiquer, analyser la ratification par la République démocratique du Congo de la zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf, que la RDC a ratifié notamment par le truchement de l'Assemblée nationale également. Au niveau du Sénat, la balle est entre les mains du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit nécessairement promulguer cette loi pour que ça entre en vigueur, pour que la RDC devienne membre de cette organisation africaine qui a pour but, entre autres, la création d'un marché commun, un marché continental où il y aura la facilité de la circulation de personnes, de biens, mais aussi des services. Et cette organisation qui vise aussi un marché libéralisé pour le marchandise et le service, l'union douanière entre le pays africain. Nous allons analyser les atouts, mais aussi les opportunités qu'offre cet accord pour la République démocratique du Congo. Est-ce que notre économie est-elle prête pour recevoir le coup bas des économies des États africains? Vous le savez déjà, il y a de problèmes sérieux au niveau de ces États africains en ce qui concerne l'économie. Et pour analyser le contour du sujet, je suis sur ce plateau avec des économistes. D'abord, M. Gustave Tshibangou Mukendi. Il est assistant à l'université à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous aurez le temps de donner plus de présentation en ce qui vous concerne. Je suis également avec M. Niafé Pelema, que je salue. Il est aussi assistant, mais aussi chercheur à l'université. Alors, vous pouvez compléter votre présentation. Oui, merci, je vous en prie. Alors, comme l'a dit madame, je suis Messenia Feglacher, économiste de formation, enseignant-chercheur à l'Université pédagogique nationale et aussi à l'Université Progress Kinshasa Est, dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis également initiateur du réseau des économistes hétérodoxes, qui est un cercle justement de réflexion pour proposer justement au gouvernement, n'est-ce pas, de mesures palliatives en termes justement des décisions économiques. Mais également, je suis, il faut vraiment s'y atteler, je suis encore une fois de plus membre du réseau des économistes, des jeunes cadres pour la Banque mondiale. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà assez comme présentation. Oui. Alors, Monsieur Guissa, vous complétez aussi votre présentation. Ah, merci madame. C'est comme vous l'avez dit. Moi, je m'appelle Monsieur Gustave Tshibangou. Je suis économiste de formation, assistant à l'université de Kinshasa, mais également vice-coordonnateur du réseau de jeunes cadres pour la Banque mondiale qui est Think Tank. C'est un réseau de jeunes économistes qui réfléchissent sur les questions économiques. Mais également, je suis ancien consultant du projet PRAP, le projet des réformes et des rajeunissements de l'administration publique. Voilà, merci beaucoup pour cette brève présentation. J'ouvre déjà le diagnostic de notre thématique. Je l'ai dit à l'entrée de cette émission que nous allons parler de la ZLECAf, qui est un accord de la zone de libre-échange continental africain que le Parlement congolais a ratifié dans l'attente la promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messenia Niafé Pelema, je suis avec vous. Est-ce que la ratification par notre pays, la République démocratique du Congo, de cet accord de libre-échange constitue une opportunité, un atout ou encore un vrai danger pour l'économie congolaise? Madame, moi j'aimerais vous dire tantôt plutôt que qu'est-ce que la RDC gagnerait ou ne gagnerait pas si la RDC n'adhère pas à cette organisation. Voyez-vous, c'était une problématique centrale. Donc, il est de bonne loi, nous avons l'obligation, la ferme obligation d'adhérer à cette organisation. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'étape, nous avions quitté l'étape de l'adhésion à l'étape de la ratification. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale venait de voter les instruments de ratification pour la RDC. Quitte le président de la République maintenant de se saisir du dossier pour pouvoir passer à l'acte, c'est-à-dire poser l'ordonnance portant ratification de la RDC, n'est-ce pas, au niveau de la ZLECAf. Vous le savez, il est aussi, vous êtes une grande journaliste, le président de la République aujourd'hui, à travers la présidence tournante de l'Union africaine, préside aujourd'hui l'Union africaine, et parmi ses missions qu'il s'est assignées, c'est aussi d'intégrer les économies africaines.
Voyez-vous, ce n'est pas une tâche facile. Le président devrait s'y atteler longuement, mais sûrement que je pense que le président devrait arriver à ce qui s'est assigné comme vision. Mais tantôt, je vous dirais que la RDC n'est pas un pays des moindres dans cette organisation. La RDC regorge pas mal de potentialités, ou si vous voulez, des opportunités dans cette organisation. D'abord, nous avons une frontière de plus de 9 voisins, n'est-ce pas? Nous participons à ce que nous appelons la commission, n'est-ce pas, à une communauté, n'est-ce pas, économique. Nous sommes aujourd'hui dans la multi-appartenance des 4 communautés économiques. Nous avons la SADC, n'est-ce pas, la CAC, n'est-ce pas, la CPGL, n'est-ce pas, et aussi le COMESA, n'est-ce pas? Donc, il y a pas mal d'opportunités en termes de ressources sur les sols, dans les sous-sols. Tout ça regorge pas mal des opportunités pour la RDC. C'est une question que nous allons devoir débattre avec vous. Voilà, si je reviens sur vos propos tantôt, vous avez dit que la RDC a l'obligation de promulguer cet accord dont le Parlement congolais venait d'être signé, mais la RDC n'est pas le seul pays qui n'a pas adhéré ou encore ratifié à cet accord. Oui, c'est le 55 États qui constituent l'Afrique. Il n'y a que l'Érythrée qui n'a pas encore adhéré à l'organisation. Tout récemment, il y avait le Nigeria qui était un poids lourd dans les États africains, qui hésitait un peu, mais vu que le Nigeria s'est saisi vite là-bas le corps pour pouvoir saisir les opportunités qu'offre justement cette intégration économique, le Nigeria s'est donné corps et âme pour pouvoir céder à la pression. Et le Nigeria est aujourd'hui dans l'organisation. Dans la RDC, aujourd'hui, la ZLECAf comprend 54 États dans l'organisation, qui n'est pas des moindres. Donc aujourd'hui, nous constituons avec la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine, la plus grande zone économique du monde, n'est-ce pas, en termes de transactions. Si et seulement si cette organisation, si cette mise en place, n'est-ce pas, est devenue effective au sein des États. Est-ce qu'on peut dire que la ZLECAf vient de remédier à un problème des organisations économiques sous-régionales qui n'ont pas pu faire, notamment la SADC, CAC? Non, il faut comprendre que les communautés économiques régionales constituent les acteurs majeurs de cette organisation. Voyez-vous? Et aujourd'hui, l'Afrique compte 14 en termes de multi-appartenance, mais l'Union africaine, n'est-ce pas, reconnaît jusqu'ici que 8 organisations, n'est-ce pas, sous-régionales. Donc, c'est que la RDC devra peut-être faire, c'est de saisir au niveau de la sous-région, parce que la possibilité, c'est aussi de promouvoir, n'est-ce pas, des accords bilatéraux entre États, n'est-ce pas, et avant de passer par des accords multilatéraux, si vous voulez bien. Donc moi, je pense que la RDC a tout à gagner dans cette organisation. C'est à nous de comprendre qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous ne voulons pas. Parce que les trains ont déjà en marche, saisissons l'opportunité qui nous offre de faire. Merci beaucoup. Je prends M. Gustave Tshibangou Mukendi. Vous avez suivi bien votre interlocuteur qui a dit que c'est un atout majeur pour la République démocratique du Congo de promulguer cette loi portant ratification par la RDC de cet accord de libre-échange. Mais il y a aussi, on peut dire, il y a aussi des dangers au regard de lorsque vous analysez la situation économique de la RDC. Effectivement, madame, mais avant que je puisse aborder la question des atouts, on voudrait remonter un peu dans le temps, le processus même de la mise en œuvre de cet accord. Comment on est arrivé à l'accord de la zone de libre-échange continentale. Et d'abord, je vais vous dire que l'idée d'intégrer l'Afrique a commencé avec le premier panafricain, Kwame Nkrumah. Déjà vers les années 60, il avait déjà vu une Afrique unifiée, une Afrique intégrée. Et c'est à partir de 2012 que les chefs d'État africains ont commencé les négociations, c'était au mois de janvier. La mise en œuvre de cet accord devait se passer en 2017. Mais il s'est posé un problème, c'est le problème également d'adhésion. Il y a des pays qui ne voulaient pas encore adhérer, et il y a des pays qui ne voulaient pas ratifier. Et à partir de 2015, il y a eu l'élaboration de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les chefs d'État ont repris les négociations dans le cadre de la mise en œuvre toujours de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'est fait que en 2017, c'était la période butoir. Ça veut dire qu'on devait lancer la zone. Mais comme le pays n'avait pas encore adhéré, il y a des pays qui n'avaient pas encore ratifié, c'est en 2021 ici, au mois de janvier, le 1er janvier, que l'accord est entré en œuvre. Je suis en train de féliciter les chefs d'État africains du fait
qu'ils ont eu à concrétiser cela. Et mon collègue Aïe a évoqué, il vous a dit, il y a au moins 55 pays qui composent l'Afrique, l'Union africaine. Il n'y a que 54 pays qui ont signé à l'accord. Seul pays, l'Érythrée, n'a pas encore signé à l'adhésion, ça veut dire n'a pas encore adhéré à l'accord, mais 34 pays ont déjà ratifié. Vous imaginez, nous sommes déjà à l'étape des ratifications. Sur les 55 pays, 34 pays ont déjà ratifié. Et parmi les grandes économies, nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud et autres, toutes les trois qui représentent soit 60% du PIB de l'Afrique tout entière, ces trois grandes économies ont eu déjà à ratifier à l'accord. Voilà, vous allez continuer lorsque vous analysez la situation économique de notre pays. Le fait que la RDC a adhéré à cet accord, est-ce que l'économie congolaise ne sera-t-elle pas absorbée par cet accord ou encore par les économies d'autres pays africains? Effectivement. Et là, je me base toujours sur une pensée de mon maître, qui est le professeur Emmanuel Mukundi. Il dit toujours qu'un pays signe des accords à partir du moment où il évalue que les avantages sont prépondérants que les inconvénients. À partir du moment où vous constatez que les avantages sont plus prépondérants que les inconvénients, vous devez y adhérer. Donc pour vous, les cartes ne présentent pas assez de désavantages pour l'économie Effectivement. congolaise. En fait, l'analyse que nous faisons ici, c'est quoi? C'est que nous analysons d'abord les avantages. Le fait de rester n'est pas ratifié à cette zone de libre-échange continentale africaine. La RDC gagnerait quoi? Alors que les opportunités, comme mon collègue venait de l'évoquer, il y a des opportunités énormes. Première opportunité, c'est quoi? C'est que quand on regarde l'objectif principal, ou soit général, de la création des zones de libre-échange continentale, c'est qu'on veut créer, vous avez eu à évoquer là, créer un marché commun. Un marché commun, l'Afrique aujourd'hui représente 1,2 milliard de consommateurs. Et le commerce intra-africain représente 16%. Ça veut dire sur les 100% du commerce africain, 16% est effectué entre les pays africains. Et il y a encore un autre défi. Sur les 16% effectués au niveau africain, il se pose un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'un pays, par exemple, la RDC, qui voudrait vendre un produit en Algérie, a des difficultés. Vous allez constater que les échanges sont plus entre le pays voisin. La République démocratique du Congo échange beaucoup plus avec le Rwanda, le Burundi. Pourquoi? Parce qu'on est prêt, on est tout prêt. Il y a des frontières. Mais il y a une difficulté en termes d'infrastructure. Pour faire quitter les marchandises, les biens de la RDC vers le Maroc, vers l'Algérie, il y a une difficulté. Et s'il faut aujourd'hui intégrer l'Afrique, ce sont de grands projets, madame, avec l'investissement en infrastructures, par exemple routières ou soit les chemins de fer. Ça demande des financements. Et ces financements, on l'aura où? C'est dans la solidarité. C'est en étant dans l'unité, dans une symbiose, dans une zone qu'on pourra s'entraider pour pouvoir réaliser ces grands investissements qui vont aider Merci beaucoup, M. le pays. Niafé Pelema. Est-ce que les études ont été menées en amont avant que la RDC puisse ratifier à cet accord? Donc, analyser le terrain. Oui, il y a eu une étude menée par la Commission économique des Nations Unies qui démontre à suffisance qu'à moyen terme, les commerces intra-africains vont augmenter de 26% et à long terme, les commerces intra-africains vont augmenter de plus de 50%. C'est déjà un atout, un avantage considérable que nous devons saisir. Donc les pays africains ont tout intérêt à s'unir et à travailler dans l'unité pour pouvoir répondre aux désirata, ou si vous voulez, aux besoins qu'avait eu justement le père des indépendances de l'Afrique, notamment Kwame Nkrumah que nous citons ici, et Saïlé, si vous voulez, c'est un Sénégalais. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut saluer, n'est-ce pas? Qu'il faut saluer et s'y travailler pour que demain soit un demain meilleur. L'ami a soulevé un aspect beaucoup plus important, la solidarité. La solidarité, vous voyez, tous les pays africains n'ont pas les mêmes potentialités ou n'ont pas les mêmes capacités économiques. Voyez-vous, le Maroc, par exemple, c'est un pays émergent des deuxièmes vagues, n'est-ce pas, qui dispose déjà
d'une base industrielle assez solide, et aussi l'Égypte qui a aussi des bases très solides avec l'Afrique du Sud, des bases industrielles dont je fais allusion ici. Mais nous n'allons pas aussi sous-estimer le Nigeria et l'Algérie qui constituent justement, de par les tailles des marchés, de gros pourvoyeurs de recettes, si vous voulez, en termes de consommation. Donc, mais la RDC, c'est une puissance démographique aussi dans l'Afrique. Donc, la RDC, avec ce qu'elle va dégager comme les dividendes démographiques, fera en sorte que ces dividendes soient revalorisés pour pouvoir booster vers l'avant, vers l'intégration économique. Aujourd'hui, ce sont des guerres, des bonnes guerres, que moi je trouve d'ailleurs très intéressantes, que nous devons être dans cette guerre-là, qu'au lieu d'être en dehors de cette guerre et de rester et de tout perdre. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes économiste, vous connaissez quand même ce principe-là, qu'il n'y a pas l'intégration au niveau sous-régional si au niveau interne, il n'y a pas intégration. Déjà, lorsque vous analysez la situation de province de la RDC, vous remarquerez qu'il n'y a pas intégration. Prenons par exemple la province de Kinshasa avec la province du Congo central. Vous prenez l'Est avec la capitale, il n'y a pas intégration. Ne pensez-vous pas que la RDC devrait d'abord remplir les préalables avant de sauter sur le plan continental? Bon, madame, cette question-là, ça remonte d'un temps. Les trains déjà en marche, qu'est-ce qu'on fait? Oui, les taux de connectivité interprovinciale posent problème, nous le savons dans le pays, n'est-ce pas? Les déficits infrastructurels dans le pays, c'est un sérieux problème. C'est un mot de tous les jours. Alors, ces problèmes-là résident où? Résident dans le redressement de l'économie. Parce que nous avons une économie extrêmement lourde, en termes, excusez-moi madame, nous exportons, pour seulement les industries, l'extraction minière, nous exportons plus de 60, nous dégageons plus de 600 millions de dollars par an pour avoir de l'énergie venant des pays voisins. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal. Voilà pourquoi nous avons des barrages Inga 1, Inga 2 jusqu'à 3. Nous pouvons avoir une industrie énergétique la plus puissante de l'Afrique qui peut alimenter, n'est-ce pas, toute l'Afrique industrialisée. C'est question de choix de politique publique aujourd'hui qui se pose. Donc voilà pourquoi le gouvernement devra faire d'abord des choix. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons l'agriculture aujourd'hui dans le pays, mais tout en sachant que nous n'avons pas de moyens colossaux qu'il faudrait pour relancer notre agriculture. Les infrastructures posent un grand problème. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qui peut nous apporter facilement de millions d'argent. C'est les secteurs miniers. Investissons-nous dans ces secteurs miniers-là. Nous pouvons y voir clair, madame. Donc voilà pourquoi j'ai dit, arrêtons de cogiter parce que l'agriculture en soi, c'est un secteur à faible rendement économique. Nous ne pouvons pas nous y atteler longuement là-dessus. Investissons nos énergies, nos politiques dans les secteurs miniers. C'est là où on peut dégager une marge de manœuvre assez importante pour pouvoir réinvestir, n'est-ce pas, par l'effet des déversements des secteurs dans d'autres secteurs de la vie nationale. Voyez-vous, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ce sont des choix de politiques publiques que nous devons faire. Voilà, merci beaucoup à M. Gustave. Vous avez suivi quand même M. Pelema parler de la politique publique en tant que responsabilité de l'État, de ceux qui nous gouvernent. Vous avez suivi aussi l'analyse au niveau de l'Assemblée nationale entre les députés nationaux lorsqu'il fallait ratifier cet accord. Il y a certains députés nationaux qui ont posé le préalable. Les préalables, c'est-à-dire que l'intégration de provinces au niveau interne avant que la RDC puisse sauter au niveau continental. Effectivement, madame, j'étais en train de vous dire ici que le train est déjà en marche. Le processus est déjà entamé. Les pays sont en train de ratifier. 34 pays ont eu déjà ratifié. Et donc, le train est en marche et nous ne pouvons pas rester dehors. Nous ne pouvons pas rester en dehors de cette zone. Nous sommes censés y entrer. Et nous pouvons dire que les défis que nos parlementaires étaient en train d'évoquer, les préalables, c'est bien bon. Tous, on est économistes et on s'est dit, voilà, avant de pouvoir intégrer la zone de libre-échange continentale, il faut répondre à certains préalables. Il faut d'abord une intégration nationale. Oui. Mais nous pouvons aussi, tout en étant dans la zone de libre-échange continentale africaine, relever ces défis. Les défis, madame, ils sont énormes dans tous les secteurs. Si on prend par exemple, quand vous parlez de l'intégration, quand on prend par exemple les niveaux de route, vous prenez les niveaux de route au niveau du pays, la connectivité entre les provinces. Nous avons 26 provinces. Mais demandez-moi, madame, la marchandise qui peut quitter ici, Kinshasa, pour arriver
à la province du Sankoro, il faut combien de temps? Quelles sont les routes? Il n'y en a pas. La couverture ou soit les taux de pénétration est très faible. D'où il fallait commencer sur le plan interne. Normalement, mais de l'autre côté, nous avons un processus qui est africain. Le processus est déjà entamé, madame. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relever ces défis tout en étant dedans. Moi, je dis toujours qu'il y a une pensée qui dit l'homme se découvre devant les obstacles. C'est-à-dire devant les obstacles que nous allons pouvoir nous découvrir. Et donc, les défis liés à l'intégration. Vous prenez par exemple au niveau des infrastructures sanitaires. Vous avez vu avec la Covid-19 que nous, au niveau de jeunes cadres pour la Banque mondiale, nous considérons comme une opportunité. C'est une parenthèse en fait. Nous considérons la Covid comme une opportunité. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de voir certains défis que la RDC doit relever, que ce soit sur le plan sanitaire. Regardez comment nous ripostons la Covid-19. Les installations, les équipements utilisés. On prend les secteurs d'éducation. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement et autres, tout ça. Il y a des enfants qui sont à la maison. Mais dans d'autres pays, par exemple le Togo, vous partez, il y a des applications de jeunes Africains, Togolais, qui ont eu à développer des initiatives et les cours se donnent en ligne. Ils sont à la maison, mais les cours se donnent en ligne. Alors que chez nous, nous crions matin, midi, soir qu'on doit reprendre le cours malgré les conséquences que cela représente. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des défis très énormes, pratiquement dans tous les secteurs, que nous sommes censés pouvoir relever, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir ratifier à ce processus qui est déjà entamé au niveau africain. Voilà, bien dit. En devenant membre de cette organisation économique, la RDC ouvre notamment se porte aux autres États. Mais comment faire pour rendre l'économie congolaise compétitive par rapport à d'autres économies africaines? Effectivement. Donc c'est des stratégies qu'il faut mettre en place pour rendre vraiment notre économie compétitive. Effectivement, c'est là où la grande question que pratiquement beaucoup d'experts ou soit beaucoup d'économistes au niveau national se départagent pour dire, voilà, nous ne sommes pas encore prêts du fait de tous ces défis que je venais de relever. Mais pour que nous puissions réussir cette intégration au niveau national, premièrement, ce que nous devons faire, c'est que donnons la possibilité aux évaluateurs. Parmi les évaluateurs de politique publique, il y a des universitaires, que nous sommes des scientifiques. Ça veut dire, effectivement, ça veut dire qu'on doit recourir premièrement aux évaluateurs de politique publique indépendants. Pourquoi on les appelle des indépendants? Pourquoi? Parce que les scientifiques n'ont rien à voir de couleur politique, par exemple. Quand il faut faire des analyses très objectives au niveau du pays, évaluer qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir réussir cette zone de libre-échange continentale. Ces études-là, nous les menons déjà au niveau du réseau des jeunes cadres pour la Banque mondiale. Vous voyez un peu. Et donc, moi, je dis toujours qu'on se réfère d'abord aux évaluateurs des politiques publiques, qui sont les universitaires, et c'est ces gens-là, les techniciens, qui vont pouvoir nous dire, voilà, pour sortir l'économie, ou soit pour que nous réussissions dans cette zone, voilà ce qu'il faut, Ça, c'est une parenthèse que j'étais en train de faire. Mais ce que moi, je peux dire, pour que la RDC puisse réussir dans cette intégration, commençons d'abord par ratifier. Deuxième chose à faire, c'est qu'au niveau national, identifions les secteurs pour lesquels nous pouvons nous spécialiser. Dans une intégration, on ne se spécialise pas en tout. Vous regardez la structure des productions de la RDC, mon ami venait de l'évoquer, vous allez voir que les secteurs d'extraction représentent pratiquement plus de 60% de nos exportations. L'essentiel de l'économie congolaise. Vous regardez la structure d'exportation en termes de pays ou en termes de produits. Nous exportons vers la Chine plus de 28%. Imaginez, vers un seul pays, nous exportons 28%. Et quelles sont les matières que nous exportons? Ce sont les matières premières, madame. Il faut ajouter à cette matière une valeur ajoutée. Diversifier l'économie. Diversifier l'économie, ça veut dire il faut créer la chaîne des valeurs, il faut transformer ces matières premières qui doivent être exportées avec leur ajouter une valeur ajoutée. Excusez la redondance, ça veut dire cette valeur ajoutée va nous permettre de pouvoir allouer également le fonds dans les différents secteurs.
Nous prenons par exemple la structure d'importation du pays. En prenant la structure d'importation du pays, par rapport à l'année 2018, au niveau du rapport de la Banque centrale, vous allez voir avec moi que la part, ou soit la proportion d'importation des matériels d'équipement sont énormes. Peut-être les gens ne les savent pas. Mais ces matières-là, ou soit ces matériels-là, qui sont importés, vont dans quel secteur? Ces matières sont importées vers les secteurs d'extraction. C'est pour ça que vous trouvez qu'il y a un lien entre la structure d'importation de la RDC et sa structure d'exportation. Et directement, ça a un lien avec la production nationale. Et donc, nous sommes censés pouvoir diversifier l'économie nationale. Ça, c'est une des solutions. Mais également, recourir à l'importation des matériels qui pouvons être alloués, non seulement au secteur d'extraction, mais également dans le secteur agricole, madame. Parce que nous importons même les tissus, même les... Je suis allé dans un supermarché, vous imaginez, nous importons de l'eau. L'eau est importée de la Belgique. Donc, ça pose déjà un problème. L'industrie locale n'est pas vraiment au fin et il faut vraiment une restructuration. Voilà. Merci beaucoup à M. Gustave. M. Pelema, vous répondez à la même question. Il a évoqué ici le préalable pour aider l'économie congolaise à être compétitive dans le cadre de cet accord de libre-échange. D'après vous, quels sont d'autres préalables à ajouter pour que notre économie puisse se faire réellement face à d'autres économies africaines? Madame, il faut commencer par les commencements. Vous savez, j'aime bien cet économiste, ce sociologue allemand, Max Weber, qui dit, je cite, « C'est l'économie qui fonde une société. » Voyez-vous? Donc, sans l'économie, il n'y a pas de société. Donc, c'est l'économie la base de tout. Donc, pour dire quoi? Pour passer au préalable, il faut d'abord assainir, c'est-à-dire il y a des conditions. Les conditions du premier ordre, c'est d'assainir justement les cadrages macroéconomiques pour avoir un environnement sain et stable. C'est-à-dire les cadrages macroéconomiques, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, toujours parce que nous parlons ici, on sous-entend ici l'intégration économique. Or, dans l'intégration économique, nous sommes sanctionnés ou jugés sur base des critères qu'on appelle des critères de convergence économique. Or, dans les critères de convergence économique, nous devons faire en sorte que notre cadrage macroéconomique soit l'indicateur phare pour pouvoir à chaque fois, n'est-ce pas? C'est comme un thermomètre. Les indicateurs, n'est-ce pas, les critères de convergence, c'est comme un thermomètre. À chaque fois, ça vous rappelle à quel degré vous allez trop vite, à quel degré vous allez moins vite. Voyez-vous? Et là, je parle par exemple, lorsque je prends un critère ou un indicateur, les taux d'inflation. Nous ferons en sorte que nous ayons toujours et toujours un taux d'inflation de moins de 10%. N'est-ce pas? Pour que les critères soient respectés. Nous verrons à ce que, toujours dans les cadres de conditions de premier ordre, il faut toujours à ce que nous ayons justement un déficit budgétaire de moins 3%, n'est-ce pas? De moins 3% du PIB, et que nous ayons les taux d'endettement, parce que l'endettement, vous savez que ça constitue un coût pour les États, et dans les cadres ici des zones de libre-échange, nous ne pouvons pas aller au-delà du taux d'endettement qui est reconnu ici de moins 60% du produit intérieur brut. Ce sont des critères de convergence. Par exemple, les niveaux des réserves internationales. Nous ne pouvons pas être avec un niveau de réserve internationale de moins d'un mois, par exemple, ou de moins de 2 mois d'exportation. C'est inconcevable, d'importation. Donc, il faut avoir au moins, d'après la moyenne africaine, d'au moins 3 mois d'importation. 3 mois d'importation, au moins. Ça, ce sont des cadrages macroéconomiques. Et il faut augmenter les taux d'épargne publique, les taux d'épargne nationale, si vous voulez, les coefficients, n'est-ce pas? Ou les taux d'investissement, si vous voulez, c'est-à-dire les coefficients du capital. Donc, voilà au niveau du court terme, ou au niveau, justement, des conditions du premier ordre que je viens de citer. Bref, il faut assainir les finances publiques. Il faut assainir les finances publiques pour que nous ayons un cadrage macroéconomique sain et stable. Passons maintenant au niveau de ce que moi j'appelle la résilience du deuxième ordre ou les conditions du deuxième ordre. Pensons, comme l'a dit mon très cher collègue Gustave, que j'admire beaucoup, donc pensez à la diversification économique. Et là, c'est la croissance en depth
que j'ai eu à évoquer lors de mes interventions sur votre chaîne ici. Croissance adaptable, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la diversification économique. Il faut penser à la diversification économique. À la fois à la diversification sur les produits et à la fois à la diversification sur les marchés. Sur les produits, c'est-à-dire nous ne serons plus seulement sur le minier, c'est-à-dire les secteurs miniers, mais nous serons également sur d'autres secteurs de la vie nationale, notamment l'agriculture, le tourisme, etc., etc. Et aussi sur les marchés. Nous n'allons pas avoir comme seul client et fournisseur la Chine, mais aussi penser au Canada, à la Taïwan, au Mexique, etc., etc. Voilà au niveau de la diversification économique. Au niveau des exportations compétitives, nous avons des atouts qu'il faut. Déjà, la culture congolaise, elle est exportable. Nous pouvons même, au-delà de tout ce que nous avons comme richesse naturelle, n'est-ce pas, excusez-moi, sous-sol, sol, nous pouvons même exporter notre culture. Notre culture. Notre troubi, par exemple, regorge pas mal, n'est-ce pas, de diversité ou de mixité culinaire. On peut exporter même au niveau de la cuisine congolaise. Mais M. Niafé, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'État congolais ne parvienne pas à diversifier son économie? Vous avez relevé tout à l'heure les atouts majeurs que possède notre pays, la République démocratique du Congo, notamment en termes de l'agriculture, outre le matière première. Mais qu'est-ce qui constitue jusque-là les blocages? Bon, madame, les blocages de la RDC, c'est situé à deux niveaux. Au niveau d'abord du leadership, n'est-ce pas? Il n'y a pas un leadership transformationnel au niveau de l'État. Ça, il faut le signaler déjà en tant que Congolais. Et aussi, le manque de gouvernance publique. Donc, il n'y a pas une gouvernance comme telle pour pouvoir implémenter la politique publique. Il n'y en a pas. Donc, ces deux mots, leadership, les deux binômes, leadership et gouvernance économique, les deux mots associés vont apporter des résultats escomptés. Voilà ce qui nous manque jusqu'ici, madame. Nous n'avons pas de leaders capables de transcender, n'est-ce pas, les désirata, n'est-ce pas, si vous voulez, les besoins de toute une communauté vers un avenir meilleur. Et en soi aussi une gouvernance. La gestion des choses publiques n'est pas encore orthodoxe, s'il faut laisser aller comme tel. Donc nous souffrons encore avec des gestions embryonnaires, ci et là, on raccorde des ci et là, pour pouvoir parler de l'état des droits, parler de etc. Voilà, merci beaucoup, M. Gustave. La RDC a aussi l'obligation de subventionner ses opérateurs économiques, tant privés que publics, pour réussir dans le cadre de cette organisation. Déjà, l'État congolais a beaucoup de charges. On le sait, l'État congolais n'a pas assez de moyens pour répondre aux besoins de la population. Est-ce que l'État congolais parviendra vraiment à subvenir aux opérateurs économiques et privés tant que publics? Merci beaucoup, madame. Je voulais en fait rectifier ta question pour dire l'État congolais a les ressources. Les ressources, elles sont là. C'est juste une question de deux mots que les collègues venaient d'évoquer, le leadership et la bonne gouvernance. Quand vous dites qu'il n'y a pas de ressources, mais moi, ça me tique. Je peux essayer même de rire un peu. C'est la réalité. Ce n'est pas une réalité. On ne doit pas laisser passer ça comme ça. L'argent est là, les moyens sont là. C'est question de bien les mobiliser. J'étais entré, avant de venir à cette émission, causer avec mon collègue, pour lui dire que les fondements, et il a bien dit, les fondements de toute une nation, de tout un pays, tout fondement, c'est l'économie. L'économie, c'est au niveau des finances. Vous avez parlé des agents économiques, ça veut dire des entrepreneurs congolais, qui, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, comment le pays pourra pouvoir leur subventionner afin qu'ils augmentent la production nationale, couvrir d'abord la demande interne et après pouvoir envisager exporter le produit. Mais les fonds sont là. Nous pouvons les mobiliser. Les secteurs informels congolais représentent 70% de l'économie. Imaginez un peu, madame, 70% de l'économie est informelle. Commençons d'abord par formaliser. Et qui doit formaliser? C'est les leaders. C'est la bonne gouvernance. C'est les institutions. Et donc, si nous voulons pouvoir financer ces acteurs-là afin qu'ils augmentent leur production, nous devrions d'abord avoir des fonds. Et ces fonds-là, c'est au niveau interne
On ne doit pas les chercher à l'extérieur pour compter sur l'extérieur. Non, nous devrions compter d'abord sur nous-mêmes. Même l'intégration dont on est en train de faire allusion, c'est d'abord au niveau interne. Il faut réfléchir au niveau interne. Prenez par exemple la structure de financement, madame. Vous avez un pays composé des banques étrangères. Quand je parle des banques étrangères, ça veut dire les banques détenues par les étrangers. Tu peux me citer une banque congolaise? Elle n'existait plus. Elle existait dans le passé. Une structure de financement avec des banques étrangères. Avec 18 banques pour un pays de plus de 80 millions d'habitants. Si on regarde les taux de pénétration bancaire, il est très faible, madame. Et puis, la dissémination de ces institutions financières bancaires au niveau du pays, sur le territoire national, c'est très faible. Si vous partez dans d'autres provinces, vous pouvez trouver peut-être la représentation d'une banque seulement. Sur les 18 là, les banques sont concentrées plus au milieu urbain. Ça veut dire Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani. Vous voyez un peu. Déjà, c'est un défi, c'est un problème. Il faut disséminer ces institutions financières afin que les agents économiques aient d'abord accès au crédit. C'est du fait qu'ils ont accès au crédit, ce qui va leur permettre de... Les subventions ne vont pas seulement suffire, madame. L'État peut subventionner, mais à quelle hauteur? Ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau du secteur bancaire, il faut que nous disséminons les institutions. Créons un climat, créons un environnement qui va permettre aux institutions financières congolaises de pouvoir se disséminer dans toute la République et permettre également aux agents économiques de pouvoir avoir accès au crédit. Merci beaucoup, Messie Niafé. Avec cet accord, le marché congolais sera notamment envahi par les produits étrangers. Il y a les entreprises congolaises qui vont notamment peut-être tomber en faillite par manque de moyens. Comment est-ce que l'État congolais va faire pour subventionner à ces entreprises privées tout comme publiques? Oui, madame, l'OHADA, vous savez que nous avons aussi adhéré à l'OHADA. L'OHADA classifie trois types de subventions. L'OHADA dit d'abord les subventions d'équilibre, les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement. Moi, je vais beaucoup plus m'atteler sur les investissements, sur les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement. Oui, vous savez, toujours dans le cadre de la ZLECAf, il y a une disposition de la ZLECAf. D'abord, les pays se sont convenus, les pays ont convenu justement de supprimer 90% des droits de douane, n'est-ce pas, selon les niveaux de développement de chaque pays. Sur une période, par exemple, de 4 à 15 ans. Sur une période de 4 à 5 ans, nous serons obligés, parce que nous dépendons, n'est-ce pas, notre fiscalité, ou notre finance publique, dépend à plus de essentiellement de la fiscalité des portes, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la fiscalité douanière, n'est-ce pas, et assisienne. Donc, il faut repenser ça. Mais les États africains ont été un peu, pas trop laxistes, mais ils ont été un peu bons pour donner justement cette liberté aux États. Sur les 4 ans, vous devez, sur les 15 ans, n'est-ce pas, sur une période de 4 à 15 ans, nous devrions supprimer de 90% notre droit de douane. Donc, ce qu'il nous faudra, c'est de repenser comment fiscaliser notre économie au niveau interne. Mais comment est-ce que la RDC peut combler ces vides-là? Vous l'avez bien si dit que l'économie congolaise ou encore le budget congolais est ressourcé essentiellement, notamment par taxes, douanes et autres. Mais lorsque, dans le cadre de cette organisation, on oblige l'État à supprimer ces tarifs douaniers, comment est-ce que la RDC peut combler ces vides? Oui, comment combler? C'est dans la création des richesses. C'est dans la création des emplois, dans la création d'entreprises. On y arrivera. Je vais aller, madame. Allez-y. Donc, ce qu'il faudra peut-être faire, c'est de regarder à court terme. Nous savons que la fiscalité des portes nous aide pas mal, assez, en tant qu'État. Alors que nous sommes dans les cadres aujourd'hui d'intégration économique, nous serons dans 15 ans obligés, n'est-ce pas, de supprimer nos droits de douane. Donc, avec nos recettes douanières, il n'y en aura plus. Donc, il faudra maintenant recourir avec nos ressources, compter sur nos ressources internes, c'est-à-dire nos ressources propres, d'où il faut maintenant une nécessité
n'est-ce pas, d'investir localement. Investissons et produisons localement. Ce qu'il faudra peut-être faire. Et aussi, ce qu'il faut peut-être souligner, tantôt plus tôt, comme je l'ai dit, il faut un environnement des affaires assaini, un environnement des affaires stable. Vous voyez aujourd'hui, nous avons un État. L'État, son rôle, d'abord, c'est quoi? C'est un État qui réduit les incertitudes politiques d'abord. Un État réducteur d'incertitudes. Or, nous avons, c'est pas un État que nous avons aujourd'hui. Plus de 80% du capital investi à RDC, pour rejoindre mon ami, investi en RDC provient de l'extérieur. Donc, il faut mobiliser les fonds au niveau interne. D'où il faut un cadre d'affaires ou un environnement d'affaires. Donc, ce qu'il faudra peut-être faire, parce que partout ailleurs, on va commencer à compter sur la fiscalité intérieure. Chaque État africain devra dorénavant compter sur sa fiscalité intérieure. D'où il faut avoir un matelas de sauvetage. Un matelas de sauvetage, ce sont des productions locales qu'il faudra engager pour pouvoir réaliser des taux de croissance importants et in fine arriver à une fiscalité importante. Voilà. Je suis toujours avec vous. Avec cet accord, la RDC va ouvrir ses frontières, mais la question de la sécurité nationale, la sécurité de l'intégration nationale, tout comme la sécurité sanitaire de la population, ça s'impose. Quel sera le rôle de l'OCC en ce qui concerne le contrôle de tous les produits qui viendront d'autres pays africains? Vous avez posé une question à double dimension. Évidemment, la question sécuritaire, au niveau sécuritaire et sanitaire. Au niveau sanitaire, très bien. Donc, ce qu'il faut comprendre ici est que l'avantage avec les intégrations économiques, n'est-ce pas, ou les intégrations des États, c'est d'abord les États sont responsables vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a risque de ne pas toucher à l'intégrité de mon voisin, parce qu'il y a des effets collatéraux. Si je touche à l'intégrité de mon voisin... Vous connaissez quand même la situation de l'Est. Oui, nous savons la situation. Oui, voilà pourquoi il faut une zone de libre-échange où on peut accéder au Rwanda. Où tout peut entrer en RDC. Voilà. Tout peut entrer. Forcément. Même les armes peuvent Parce que dans la entrer résolution en RDC. des États, oui, dans la résolution des États, il y a une clause justement sur la sécurité et la stabilité dans la région. Donc, les États auront cette ferme, n'est-ce pas, surveillance mutuelle, ce que j'appelle la surveillance mutuelle entre États, pour pouvoir se regarder entre eux, se dire, mon cher ami, ici, on n'ose pas ici. Et le rôle de l'OCC, ensuite, concerne le contrôle. Maintenant, le rôle de l'OCC, il y a une clause d'origine, n'est-ce pas? Il y a une clause, ce qu'on appelle, toujours dans le même cadre de la ZLECAf, les clauses d'origine. Les principes d'origine disent ceci. C'est-à-dire que les produits, c'est-à-dire que nous allons regarder dans ce que nous avons comme composition, n'est-ce pas, des produits, n'est-ce pas, sectoriels, au niveau de produits. Nous allons regarder quel est ces produits-là qui va nous apporter plus. D'abord en termes de stratégie. Et nous serons obligés de notifier, n'est-ce pas, les instances de l'organisation régionale AZLECAf, que voilà, pour la RDC, les produits stratégiques, c'est tel produit. Par exemple, les colbats. Nous dirons que les colbats pour la RDC, à l'ère de la mondialisation ou à l'ère de la technologie des pointes, nous estimons que les colbats va apporter plus dans l'industrie congolaise. Voilà pourquoi nous sommes obligés de protéger notre industrie locale qui est par exemple les colbats, s'il y en aura une. Donc, il y a quelque part une dose du protectionnisme dans cet accord de zone de libre-échange. Ça, il faut les signaler déjà en tant qu'analyste. Voilà, merci il y a beaucoup. Toujours une dose. Voilà, merci beaucoup. Je prends M. Gustave pour la même question, la question sécuritaire, mais aussi sanitaire de la population. Ça s'impose dans le cadre de cet accord. Quel sera le rôle de l'OCC pour la protection de la population en ce qui concerne le produit qui vont notamment envahir le marché congolais, mais aussi la question de la sécurité qui s'impose, notamment, vous connaissez la situation sécuritaire de l'Est du pays. Effectivement, madame, voilà pourquoi on dit que ces questions doivent être traitées ou soit être considérées comme des questions africaines. La question, par exemple, de la sécurité à l'est de la RDC, ce n'est pas une question de la RDC, c'est une question africaine. Et j'espère que le président de la République a l'évoqué quand il a pris la présidence de l'Union africaine. Il a évoqué la question des conflits à l'est de la RDC comme un des problèmes au niveau africain. L'OCC, ce qu'elle devra faire. D'abord, je reviens toujours sur la structure d'importation et d'exportation de la RDC. On a eu à démontrer, voilà, la RDC perdrait, on va envahir le marché. Bon, la question c'est toujours, on va envahir notre marché.
Nous n'allons pas envahir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour envahir le marché des autres? C'est la question que nous devrions également nous poser. Ce n'est pas seulement se poser la question, on va envahir notre marché, d'accord. Mais nous, qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir envahir le marché des autres? Quand on prend la structure d'importation, les droits des douanes est à l'importation et à l'exportation. Et dans ces droits des douanes, vous allez voir la structure d'importation. Nous n'échangeons pas avec le pays africain. La majorité de nos échanges se font avec les autres pays. Vous, M. Gustave Tshibangou, des questions liées à la sécurité sanitaire de la population, mais aussi sécuritaire à l'est du pays. Oui, effectivement, merci madame. La question de la sécurité, c'est comme je le disais, au niveau de la zone de libre-échange continentale, la question de sécurité, elle est d'abord nationale. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans une zone, ou en étant dans une zone, que toutes les questions de sécurité, on va les ramener au niveau africain. Mais au moins, la question est à la fois nationale, mais également africaine. Vous avez la RDC, qui a 9 pays voisins. Lorsqu'il y a l'insécurité en République démocratique du Congo, ne pensez pas que ses voisins sont calmes. Donc c'est un problème, c'est une question qui, malgré elle est traitée au niveau national, elle doit être traitée aussi au niveau africain. Et pour être traitée au niveau africain, il faut que ça soit dans un cadre de négociation, un cadre où les autres sont là. Et ce cadre-là, c'est également la zone de libre-échange continentale, également l'Union africaine. Et donc, cette question de sécurité doit être abordée ou soit vue comme question africaine. Mais quand je reviens sur la question dont vous avez évoquée concernant l'OCC, vous avez dit quel serait le rôle de l'OCC? Pour le contrôle des produits. Effectivement, le contrôle des produits, c'est que les gens doivent savoir ce qu'on ne nous a pas vraiment expliqué, la zone de libre-échange continentale africaine. C'est ça peut-être les défauts au niveau africain. Dans plusieurs pays, on n'a pas demandé, on n'a pas vulgarisé cet accord. Ça veut dire l'accord est passé dans plusieurs parlements. Comme ça, la population ne s'est pas vraiment attribué l'accord pour comprendre comment cela va se passer. Là, on est dans un processus de ratification. Cette fois-ci, Messenia Fepé-Lemar, je suis avec vous. La question de la fraude, mais aussi de la corruption. Dans le cadre de cette organisation continentale, comment y faire face? Parce que vous le savez, la corruption a maintenu beaucoup d'États africains dans le sous-développement. Oui, merci beaucoup, madame. Comme vous le savez, la corruption, c'est un mot, c'est-à-dire c'est un danger qui gangrène partout dans le monde. On ne peut pas dire que la corruption est en Afrique, alors qu'en Europe, il n'y en a pas. En Asie, il n'y en a pas. Non, la corruption, elle est partout. Mais le pire est que la corruption dans des régions africaines, elle est dans des proportions assez importantes, ce qui n'est pas normal. Voilà pourquoi il faut réduire l'intensité de la corruption dans nos régions africaines. Voyez-vous? Donc, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de voir dans quel mécanisme, avec la création d'une agence de lutte contre la corruption au niveau africain, parce que là, ça ne sera plus un effort d'un pays, ou de 2-3 pays, ça sera un effort collégial au niveau de l'Afrique. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la responsabilité est à chaque État de pouvoir, déjà, avec ces politiques qu'il est en train de mettre en œuvre, n'est-ce pas, à travers ces choix des politiques publiques, pouvoir resserrer les manœuvres de corruption. Parce que la corruption, vous le savez, la personne qui ressent beaucoup plus les effets de la corruption sur la population moyenne, c'est-à-dire le pauvre. Parce que la corruption va vous priver d'une construction d'école. Alors que cette école n'est pas fréquentée par un enfant d'un richissime, par exemple. Voilà pourquoi il faut lutter contre ces fléaux qui est la corruption. Voilà. Par la création d'une agence, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption. Et chaque État devra montrer de quoi il est capable
pour booster hors état de nuire cette pandémie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gustave. Dans la même logique, la question de la fraude en ce qui concerne l'origine de produits, mais aussi la question de la corruption qui continue à gangréner l'Afrique dans son ensemble, comment y faire, comment y remédier? Merci beaucoup, madame. Pratiquement, le collègue venait d'évoquer la création d'une agence ou d'une institution qui sera peut-être, qui aura des représentations dans chaque pays pour pouvoir lutter contre la corruption, ce qui est très intéressant, ce qui est bien. Mais à mon avis également, pour certains pays, par exemple le cas de mon pays, la RDC, nous aimons parler un peu beaucoup plus de notre pays, qui est la RDC. Les textes, par exemple, liés à la lutte contre la corruption, il y en a quand même. Mais l'applicabilité pose un problème. Il y a la question de la mise en œuvre. Donc, au niveau africain, que chaque pays d'abord se rende compte de pouvoir mettre en œuvre les textes qui régissent le pays dans ces domaines de corruption, mais également dans les domaines de la fraude. Quand vous prenez la fraude dont on fait allusion ici, par exemple, liée à la fraude fiscale, vous allez constater avec nous aujourd'hui que l'idée, pour lutter cela, il faut une numérisation. Il faut numériser. Pourquoi beaucoup de gens, on essaye parce qu'on est plus dans le physique que dans le numérique. Ça veut dire au niveau des frontières, il faut que les agences qui sont en train d'y travailler, puissent informatiser les services pour éviter, pour lutter également, ça c'est sur le plan technique, opérationnaliser vraiment cela, pour pouvoir lutter également contre la corruption. Merci beaucoup. Pour terminer, je vous donne à chacun de vous 1 minute pour aborder cette question. Vous le savez, l'oiseau rare a été connu. Le président de la République a finalement nommé un premier ministre, Sama Lukonde, un jeune tout comme nous, un jeune comme vous aussi. Et quelle est votre réaction par rapport à la nomination de Sama Lukonde? Vous avez 1 minute, bien sûr. Ah ouais, je salue comme tout Congolais, d'abord comme tout jeune. Je salue cette décision du président de la République, d'abord de porter le choix vers la jeunesse, c'est quelque chose qui est salutaire. Mais la jeunesse n'est pas liée, à la réussite, n'est pas liée au succès. Ce que nous devons peut-être comprendre est que nous sommes jeunes en âge, mais vieux en organisation et en compétences. Voyez-vous? Avec nos amis, nous sommes peut-être jeunes en âge. On a moins de 35 ans. Mais nous sommes peut-être vieux en ce qui concerne l'organisation d'entreprise. Voyez-vous? Donc, il y a des nuances comme ça qu'il faut faire. Mais les questions d'âge ne doivent pas primer. C'est des questions de compétences, c'est des questions de résultats. Parce que le Premier ministre sera, n'est-ce pas, jugé sur base de résultats qu'il aura justement à exécuter sur base de son programme. Et j'aimerais aussi citer pour dire que la jeunesse n'est pas le génisme. N'est pas le génisme, c'est-à-dire n'est pas question d'âge. Et nous lui souhaitons bon vent et bonne chance. Et qu'il place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour pouvoir résorber un peu tant soit peu ce que espère de lui la population. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gustave. Pour vous, quels sont les défis qui attendent le Premier ministre Sama Lukonde qui venait récemment d'être nommé par le président Félix Tshisekedi? Vous avez 1 minute. Merci beaucoup, madame. Je suis sûr que le Premier ministre va peut-être suivre cette émission. Les défis sont énormes, nous les avons évoqués ici. Ils sont tellement énormes qu'on va évaluer le Premier ministre en fonction des résultats. Et surtout en termes économiques. Surtout en termes économiques. Et ce que je peux demander au Premier ministre, la mobilisation de recettes, c'est la base de tout. Tous ces problèmes, tous les défis que nous avons eu à évoquer tout au long de cette émission ne peuvent être résolus que sur base de la mobilisation de recettes. Et si les chefs du gouvernement s'y attellent là-dessus, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes, que ce soit le problème de la paix, le problème de la sécurité, tout ce que nous avons, le problème d'emploi. C'est au travers de recettes. Donc nous les félicitons, c'est un jeune, mais la jeunesse ne veut pas dire le nombre d'âge. La jeunesse veut dire également la compétence, et il en a, la technicité, mais également la méritocratie. Et les jeunes sont là pour lui. Voilà. Ces jeunes intègres, compétents.
ils en sont. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Cette émission est pratiquement terminée. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons eu à analyser les atouts, tout comme les opportunités, voire aussi les dangers qu'offre cet accord de libre-échange continental africain que notre pays, la RDC, a ratifié, dont on attend la promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'étais sur ce plateau avec des invités. Il s'agit de M. Gustave Tshibangou Mukendi, qui est assistant à l'université. J'étais également avec M. Niafé Pelema, qui est aussi enseignant, plutôt chercheur à l'université. C'était nos deux invités. C'est avec eux que nous avons eu à développer ce thème du jour. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Merci à vous également qui nous avez suivis partout ailleurs. Merci et restez branchés sur cette télévision.